Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Vous êtes bien sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous avons choisi de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Alors aujourd'hui, on va se retrouver à Bure. On a consacré de nombreuses émissions au projet CIGEO d'enfouissement de déchets nucléaires dans la Meuse. On est avec Gaspard Dalins qui a écrit, qui est co-auteur d'un ouvrage qui est paru en octobre 2017 qui s'appelle Bure, la bataille du nucléaire au Seuil. Ce sont des éditions avec Reporter. Bonjour Gaspard, tu nous entends ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de lutte antinucléaire, de mouvement antinucléaire, de stratégie, d'action. Comment est-ce qu'on peut agir face à un lobby qui nous semble inébranlable ? Et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Tu as écrit en décembre 2017 un article qui est paru sur Reporter. Et on va faire un peu dans la provoque pour commencer, mais on va s'expliquer par la suite. Donc je te cite. Le Forum mondial antinucléaire qui se déroulait à Paris début novembre a donné lieu à un triste spectacle. Si on peut évidemment saluer la présence d'internationaux et le courage de ceux qui continuent de lutter année après année, un constat amer s'impose. Nous sommes en train de devenir un club du troisième âge. Un spectre moribond qui se complaît dans la contre-expertise et le discours technicien, une amicale de vieux combattants. Bon, t'y vas pas par 4 chemins. Oui, alors ouais, enfin derrière tout ça, je pense que c'est pas tant l'histoire de l'âge qui importe, mais on va explorer tout ça. Hein. Je te laisse. Oui, je voulais dire, c'est sûr que peut-être la formule est un peu dure et un peu rude. Pas mal de militants antinucléaires ont dit c'est un amour un peu vache que tu nous fais là, Gaspard. Mais ce constat, il veut pas être juste il veut pas être malveillant, ça veut pas être une critique rude en fait, mais c'est plus comment on doit essayer tous ensemble, jeunes comme anciens, essayer de se réinventer, essayer de redonner un peu une âme, un truc qui nous fasse bouger tous et toutes dans ce mouvement antinucléaire qui malgré tout, alors il n'est pas forcément moribond. On voit qu'il y a plein de moments où il est actif, mais qui doit néanmoins se mettre un peu en ordre de bataille ou je sais pas se renforcer. Le Forum mondial antinucléaire, c'est sûr que moi j'ai 26 ans, tu vois, et c'est sûr qu'il n'y avait pas grand monde qui était qui n'était pas à la retraite, quoi. Donc c'est sûr que ça interroge, ça pose des questions, mais cette responsabilité, elle n'est pas à chercher non plus que chez les anciens, et aussi à rechercher chez les jeunes, quoi, clairement. Mais en tout cas, c'est un constat qui doit tous nous réinterroger. Il y a eu pas mal de réponses à cette tribune, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a eu du débat, et c'est ça qui est riche. Ouais. Voilà. Et je pense que personnellement, l'âge, il s'explique en fait par l'ancienneté de la lutte antinucléaire, puisque tous les gens qui étaient là ont commencé à lutter il y a 40 ans, quoi. Hein, c'est un peu, c'est normal. Ils ont commencé avec l'implantation des réacteurs nucléaires, donc c'est normal. Les réacteurs nucléaires vieillissent, donc les militants vieillissent. Mais effectivement, tu peux te dire que c'est même très beau, quoi, parce que c'est des gens qui n'ont rien lâché, quoi, qui depuis Crémalville ou même avant, depuis 77 ou le début du nucléaire civil voire militaire, ils se sont toujours battus. Et ça, il y a une sorte de
de personnes, des gens qui ne lâchent rien. C'est fort aussi, ça, en termes de lutte, en termes de militantisme. Mais c'est comment ça se fait qu'il n'a pas réussi à se renouveler non plus, à se réinventer? Et ça, c'est une vraie question qui doit nous interroger tous. Oui, c'est effectivement. Alors, est-ce que dans cet article-là, tu avances certaines pistes, hein, qui sont plus sur les stratégies qui ont été employées là au fil de la lutte antinucléaire, qui s'est petit à petit institutionnalisée en fait. C'est peut-être plus là qu'il est le problème. Oui, moi je prends l'exemple en fait quand même de Bure, parce que c'est une lutte que je connais bien et où pour le coup il y a un phénomène intergénérationnel très intéressant, où il y a des jeunes, des personnes âgées, où il y a quelque chose qui se réinvente, qui se axe un peu sur les luttes de territoire comme à Notre-Dame-des-Landes, et on voit que c'est des luttes aussi victorieuses. En fait, disons que face à un projet, c'est toujours plus facile de lutter face à un projet qui n'existe pas encore, oui, que face à des centrales nucléaires qui ont été construites il y a 30 voire 40 ans. Et donc c'est sûr que ça donne toujours il y a l'espoir d'avoir une prise en fait face à la démesure nucléaire, face au désastre nucléaire. En fait, la première question, je pense, c'est la question de comment, face à un lobby qui est tellement puissant, face à une industrie qui est très forte, qui est au cœur de l'État, comment avoir une prise, comment arriver à bloquer physiquement et concrètement la machine. Et c'est ça en fait qui donne aussi de l'énergie aux gens, de voir qu'il y a des batailles qui sont possibles, des victoires qui sont possibles. Et c'est sûr que face à l'EPR de Flamanville, face aux centrales nucléaires déjà existantes, c'est difficile de se dire quelle bataille mener, à part la bataille de la contre-expertise et la bataille technique. Et à Bure, en tout cas, ce qui se vit, c'est un peu autre chose, quoi. On essaye de reaxer la lutte antinucléaire sur d'autres enjeux, ouais. Ouais, on va en parler de ce qui se passe à Bure, mais avant, j'aimerais bien un petit peu décortiquer, parce que moi, ça fait quand même aussi 10 ans que je réfléchis à toutes ces questions-là, et que c'est la question qui me préoccupe le plus, c'est qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a échoué à ce point-là, et pourquoi on n'arrive pas à redémarrer, quoi. Enfin, pourquoi on n'arrive pas à inverser ce rapport de force là qui décline chez nous. Et je suis arrivée à peu près aux mêmes conclusions que ce que tu décris dans ton article là sur Reporter. C'est-à-dire qu'à mon sens, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises de par une certaine institutionnalisation. Et tu parles, par exemple, c'est ce que je pense aussi vraiment, un dosimètre ne suffit pas à faire mouvement. Hein, se cantonner à la contre-expertise, c'est tomber dans le piège de la mesure. J'aimerais bien qu'on décline un petit peu toutes ces raisons, mais qu'est-ce que ça t'inspire, ça, cette histoire de contre-expertise, que les militants antinucléaires seraient devenus des contre-experts? Je pense que les contre-experts, ils sont indispensables pour attaquer nucléaire. C'est certain, on l'a vu avec Tchernobyl, on l'a vu à plein de moments, on l'a vu avec les fuites de Tricaspin ou à plein de moments, mais ils sont pas suffisants pour faire mouvement, pour faire corps en fait, pour faire corps ensemble, pour donner envie de lutter. En fait, on donne pas envie de lutter avec que des chiffres, avec que la menace aussi d'une contamination. En fait, il faut inventer autre chose, il faut arriver à créer quelque chose qui qui donne corps, qui donne envie en fait, et qui rassemble bien au-delà d'une expertise, d'un ton un peu parfois professoral. Enfin, c'est pas inclusif en fait, c'est pas inclusif la contre-expertise. C'est quelque chose de finalement socialement un peu biaisé aussi. C'est quelque chose c'est certaines classes sociales qui peuvent aussi se l'approprier. Pour moi, c'est pas suffisant. C'est pour ça que je dis que le dosimètre n'est pas suffisant pour faire mouvement, quoi. Moi, je dirais même qu'il est contre-productif, le dosimètre, tu vois. C'est que on se bat contre une technique,
On se bat contre une technologie, plus qu'une technique, une technologie qui est toute puissante. Et on pense que parce qu'on va apprendre le langage des experts, alors on va pouvoir, tu vois, les faire tomber, rentrer dans le sérail, enfin, je sais pas, parler d'égal à égal avec ces gens-là qui sont des criminels. Et que, évidemment, ça... Mais comme tu dis, si c'est un certain langage, c'est des experts entre eux. Alors, il y a les pros, puis les anti. Oui, et puis moi, je veux pas parler le même langage qu'eux. Moi, je veux Non, parler le oui. langage Oui. le langage de la lutte, le langage aussi de ce qui me meut, en fait. Et parler de Becquerel, de radioactivité, oui, c'est tomber dans le piège de la mesure. Moi, je veux parler de ce que pourraient être les territoires ruraux, de ce que pourraient être nos campagnes, de ce que pourraient être les territoires qui risquent d'être ravagés par l'industrie nucléaire. Je veux parler aussi d'emploi, de travail, de vie, quoi, d'agriculture. Enfin, tout est lié, en fait, parce que oui, le nucléaire, et on le voit très bien à Bure, c'est l'approfondissement du désastre capitaliste qui a vidé les campagnes de sa population. Enfin voilà, moi j'ai envie de faire le lien en fait avec aussi d'autres enjeux, des luttes de territoire, et j'ai pas envie de parler le même langage technique, scientifique, quoi, des technocrates et des nucléaristes, quoi, clairement. Bah oui, parce qu'à mon avis, là, c'est se tromper de... Alors, pour le coup, je pense que c'est peine perdue, ça. Ça, c'est des stratégies qui ne mènent à rien. De toute façon, on le voit bien depuis 40 ans. C'est pas parce qu'on va parler d'égal à égal avec l'autorité de sûreté nucléaire que on parlera jamais d'égal à égal puisqu'ils ont le pouvoir de toute façon. Donc, pour moi, ça, c'est des stratégies voilà. Je crois que je vais être plus dure que toi dans dans l'analyse. C'est parce que je suis plus vieille que toi. Donc, après, il y a aussi, tu parles et là aussi, je suis absolument d'accord avec toi, de toutes les grands-messes, hein, les grandes manifs, là. À quoi est-ce que ça peut encore servir, ça? Est-ce que c'est encore un moyen de lutter, quoi? C'est toute la question des kermesses, en fait, un peu des kermesses militantes, quoi. Moi, j'appelle ça me donne l'impression d'une kermesse. Alors, ça peut être chouette de se retrouver tous ensemble. Enfin, faut encore que ça soit pas forcément un gouffre financier non plus. Enfin, faut que ça fonctionne. Mais en fait, il y a un gros moment de vide après ces kermesses ou après ces grands rassemblements où on se dit, mais comment est-ce qu'on a réussi à avoir une prise? Est-ce qu'on a réussi à bloquer quelque chose, à part de faire la une, et encore, parce que maintenant on les intéresse de moins en moins des médias, est-ce qu'on a réussi à faire avancer la cause, quoi? Parfois je doute, tu vois. Moi, je suis sûre que non, hein. À Bure, on a bien vu en fait, tu vois, on a bien vu la différence, en fait. Au moment où on a commencé à occuper le bois-le-jus, donc la forêt qui devrait être ravagée pour installer les puits de ventilation là, du projet au moment où il y a eu une occupation un peu directe avec la construction de cabanes, avec la rencontre entre différentes personnes, enfin un truc assez fort aussi qui a parlé aux habitants parce que la forêt c'était leur bien commun. Et ben c'était autre chose que des kermesses, des manifs un peu, on va dire annuelles où on se rassemblait devant le laboratoire et on voyait le projet avancer et t'as aucune prise et en fait tu es spectateur du désastre qui continue d'avancer. Et c'est ça le truc, comment faire en sorte que le mouvement antinucléaire ne devienne pas spectateur du désastre nucléaire, quoi. Comment faire pour les bloquer physiquement, tu vois, et comment faire pour enfoncer des coins dans cette machine, quoi. Et j'ai l'impression qu'avec l'occupation de cette forêt qui s'apparente un peu à des modes d'action un peu plus directs comme à Notre-Dame-des-Landes, on arrive à non seulement faire parler énormément de Bure. En fait, Bure est devenu l'épine du gouvernement. Et ça, c'est lié, ça a 2 ans de travail, en fait, 2 ans de travail considérable pour faire monter Bure médiatiquement, mais aussi en termes de lutte. C'est-à-dire que maintenant, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui passent régulièrement, quoi. Il y a des gens qui s'installent sur le terrain, qui achètent des maisons, qui lancent des projets de maraîchage, de boulangerie, tout ça.
Et en fait, on a réussi parce qu'il y a eu aussi des nouveaux modes d'action en fait qui sont pas de l'ordre de la contre-expertise, mais qui sont beaucoup plus inclusifs en fait, j'ai l'impression. Et en fait, qui s'apparente, mais bon, je pense que l'histoire du territoire, c'est hyper important parce que en fait, la politique nucléariste, technocratique, etc., elle est hors sol, quoi. Hein. Elle est scientifique, menée par quelques experts, quelque part dans le monde, on ne sait pas très bien où, enfin, on n'arrive pas à leur parler, puis bon, voilà. Donc, et effectivement, ces deux visions du monde qui s'opposent entre l'ancrage dans un territoire et puis cette vision hors sol qui est plaquée, quoi. Ça, c'est important. Mais peut-être là où moi, je pense qu'il faut faire gaffe dans les luttes dites territoriales, c'est de vraiment faire attention de ne pas comment dire, les désolidariser du message global, tu vois. Oui, bien sûr. Parce que à Bure, qu'est-ce que vous voulez, enfin, qu'est-ce qu'on veut tous à Bure, quoi. C'est quoi le but, tu vois, du jeu au final? Mais oui, il faut éviter ce qu'on appelle l'approche NIMBY, donc not in my backyard, ça veut dire pas dans mon jardin, ça veut dire mais ailleurs, quoi. Mais à travers, en fait, je crois que ça, toutes les personnes qui luttent sur les luttes de territoire sont bien conscients qu'ils veulent pas d'aéroport ici, mais non plus ailleurs. Ils veulent pas de centre d'enfouissement de déchets radioactifs ici, mais aussi ailleurs. Il y a ce truc de dire, en fait, de prendre conscience qu'on ne lutte pas de manière hors sol, nous non plus. Tu vois, on n'est pas comme la filière nucléaire. Tu dis justement hors sol. Et ben non, nous on lutte de quelque part. On habite de quelque part. Et c'est à partir de ce quelque part, de là où on vit, de là où on se bat, qu'on peut avoir un discours global. Mais tu vois, il nous faut un ancrage pour lutter et pour pas être justement hors sol, détaché en fait. On a besoin, on s'est rendu compte, on a besoin d'habiter Bure, en fait, on a besoin d'habiter les alentours pour mieux lutter contre le centre d'enfouissement, mais après on perd pas la vision globale du nucléaire et on voudra pas qu'il s'installe 200 km plus loin, quoi, c'est clair. Alors après, je me fais un peu l'avocat du diable là. Parce que, après, on sait que si ça ne s'implante pas à Bure, ce sera super et bravo et on sera tous... et ce sera effectivement une première victoire. On sait que ces déchets, ils sont là. Alors, on n'est pas payé pour trouver des plans B, hein, mais ils sont là. Qu'est-ce que ça veut dire du fait qu'on continue à les produire, qu'ils continuent à les produire? Qu'est-ce que ça va nous dire de comment on arrête les réacteurs nucléaires? Parce que c'est ça tu vois, c'est là que moi je suis... C'est là où est notre discours principal, en fait. Notre discours, il est dans l'arrêt du nucléaire. Il n'est pas dans trouver des alternatives au stockage à 500 mètres sous terre. Ça, on le laisse aux co-gestionnaires, on le laisse aux techniciens et à tous les experts. On veut pas tomber là-dedans. Nous, on est pour... la critique, elle se fait en 3 temps. D'abord, on veut pas de CIGEO parce qu'il y a des risques techniques conséquents. Enfin, on l'a encore vu avec l'ASN, des risques d'incendie. Ensuite, on veut arrêter le robinet, donc stopper la filière nucléaire pour arrêter de produire des déchets. Et troisièmement, et c'est ça qui est intéressant à Bure aussi, qui se vit et qui lie, on va dire, la lutte antinucléaire à la lutte pour l'émancipation, on veut trouver d'autres formes de vie, d'autres modes de vie qui nous rendent plus autonomes, qui nous sortent en fait de la dépossession, notamment énergétique. Faut voir que en fait la filière nucléaire, c'est quoi? La filière nucléaire, c'est le summum de notre dépossession. Nous sommes d'accord. Nous, c'est cette critique-là qu'on a en fait. C'est comment, au-delà des enjeux techniques, au-delà des enjeux de sortie du nucléaire, c'est comment on invente de nouvelles formes de vie plus émancipatrices qui sortent de la dépossession. Et moi, je trouve que la filière nucléaire, que le mouvement antinucléaire devrait aussi parfois s'inspirer de ces critiques émancipatrices d'écologie radicale. Oui.
trouve qu'on gagnerait à... C'est plus inclusif, en fait. Ça permet de parler du nucléaire de manière différente, en parlant du nucléaire comme outil de notre dépossession, comme outil de nos servitudes volontaires. Je trouve ça parler du nucléaire comme ordre social, c'est pas parler du nucléaire comme uniquement une réaction physico-chimique. C'est pas que ça, le nucléaire. Le nucléaire, c'est un mode de gouvernement au sens de Foucault. C'est une manière de nous gouverner, c'est un ordre social. Et c'est le discours qu'on a en tout cas à Bure, et c'est aussi ce qu'on ressent dans nos tripes à Bure, quoi, parce que le nucléaire, ça symbolise la destruction des forêts, la destruction des terres agricoles, une présence policière énorme aussi. Ça veut dire un état policier, en fait, le nucléaire. Enfin, c'est ça, on le vit dans nos tripes. Le nucléaire est un ordre social à Bure. Oui, je suis évidemment entièrement d'accord avec ça. Cette analyse-là, elle pêche, enfin, elle manque souvent, puisque effectivement, les vieux, non, je plaisante. À partir du moment où on commence, et ça c'est une grosse critique que moi j'ai envers les mouvements institutionnels antinucléaires, c'est que passer son temps à faire des scénarios énergétiques, tu vois, et considérer que le nucléaire est un problème énergétique, alors que bien sûr, ça n'est pas un problème énergétique, c'est un problème politique, social, de domination, c'est un problème éthique aussi. Est-ce qu'on a le droit de faire mourir des gens, tout bêtement. Moi, je dis, enfin voilà, c'est à chaque fois là où ça pêche, à mon avis, c'est le temps le temps de retrouver la radicalité. Mmh. Oui, bien sûr. En fait, on voit, il y a aussi dans notre société une forme de pacification, en fait, des mouvements dits sociaux et écologistes, en fait, clairement, en fait. Mais on voit comment, à travers le territoire, on peut renouer aussi avec une certaine radicalité qui est intéressante, une radicalité qui ne veut pas faire de concessions, de compromis, qui serait autant de compromissions. Et ça, c'est aussi une parole peut-être d'une nouvelle génération. Mais je pense qu'il faut distinguer quand même deux choses. Il y a la critique, on va dire générationnelle, c'est-à-dire que le mouvement est vieillissant, et la critique politique, notamment de l'institutionnalisation du mouvement. Mais tous les anciens ne sont pas forcément pour cette institutionnalisation, quoi, clairement. Il y a deux critiques qu'on doit aborder, quoi. Oui, moi je suis vieille et tu vois, mais ouais. Alors il y a un truc où moi je suis pas trop d'accord avec, mais en même temps c'est là, à mon avis, c'est dans les zones de conflit et de messages divergents qu'on va y arriver. C'est en parlant de tout ça qu'on va y arriver. Là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est avec toi, c'est quand tu dis qu'il faut pas jouer sur la peur. Alors, jouer sur la peur. Je voudrais juste te lire un petit truc de Gunther Anders, qui est d'un bouquin que j'aime bien, parce que c'est un peu ce que je pense. Et si je suis désespérée, que voulez-vous que j'y fasse? Tu vois, ça doit être générationnel. Quand on a 26 ans, on est plein d'optimisme. Bon, je te lis juste le petit extrait. On nous a traités de semeurs de panique. C'est bien ce que nous cherchons à être. C'est un honneur de porter ce titre. La tâche morale la plus importante aujourd'hui consiste à faire comprendre aux hommes qu'ils doivent s'inquiéter et qu'ils doivent ouvertement proclamer leur peur légitime. Mettre en garde contre la panique que nous semons est criminel. La plupart des gens ne sont pas en mesure de faire naître d'eux-mêmes cette peur qu'il est nécessaire d'avoir aujourd'hui. Nous devons par conséquent les y aider. Ça te parle ou c'est... Oui, je trouve ça intéressant. Après, c'est pas forcément ma position. Je crois pas que justement, je préfère parler d'émancipation, de comment sortir en fait de ce régime tyrannique de l'atome, en fait, quand bien même c'est compliqué, que de réfléchir à la future catastrophe qui pourrait toucher la France. Quand bien même c'est possible que ça arrive. Et je ne crois pas qu'on arrive à faire mouvement non plus par la peur, par l'angoisse, même si je comprends philosophiquement ton passage actuel qui est très intéressant. Mais on le voit après Fukushima,
en France, ça a été difficile de faire. Oui, mais tu sais pourquoi. Enfin, c'est parce que, enfin, à mon sens, hein. Bon, enfin, évidemment, il y a tout le volet de production d'ignorance, de propagande, etc., enfin, où on fait oublier Fukushima volontairement. Et pour moi, le mouvement antinucléaire n'est pas en mesure d'exprimer un message clair par rapport à ça. Tu vois, les militants institutionnels ont oublié Fukushima aussi. Mhm. Et ça, pour moi, c'est très, tu vois, parce que la catastrophe nucléaire, en dehors du fait que ça fait des centaines de milliers de morts, c'est un des trucs les plus aboutis dans la gestion de la gestion de la population, comme la gestion d'un bétail, c'est prendre un être humain comme une statistique, tu vois. Pour moi, ça, c'est très, très grave. Oui, je suis complètement d'accord, oui. Et toute cette dimension-là, elle est complètement occultée. Tout le temps, à la fois par les pro-nucléaires et par les anti. Cette image d'un gamin à Fukushima avec un dosimètre autour du cou, tu vois, c'est insupportable. Et ça n'empêche pas qu'il faille aller se battre partout où c'est possible et partout. Et ce que vous faites à Bure et ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, et on a vu le succès, c'est hyper important. Et c'est chouette. Et en plus, je pense que c'est riche et que... Voilà. Tu vois, le mouvement antinucléaire, il peut pas faire l'impasse de débats internes, de conflits, de parler, Mais ce qui est marrant avec cette tribune, enfin, c'est de voir justement les débats qu'elle a pu susciter, les critiques, d'autres tribunes qui se sont écrites. Moi, je pense que c'est par le conflit, mais avec bienveillance, en fait, qu'on peut clairement avancer, quoi, et réfléchir sur nous-mêmes, sur ce qui bloque, et c'est important quand même de se remettre en question, oui. Quoi, et il y a quelque chose parfois justement avec cette position professorale qui peut-être que ça a dérangé parce que cette position professorale se met difficilement en question peut-être. Il y a quelque chose de surplombant et dans cette approche un peu professorale et contre-expertise, c'est pas très horizontal malheureusement. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir poser ces débats-là de manière horizontale et tous et tout ensemble, quoi. Et avec bienveillance et avec amour et avec volonté que le mouvement antinucléaire puisse ranimer un peu sa flamme comme il a pu l'avoir à de nombreuses reprises, quoi. Oui. Et bon, voilà, mais écoute, c'est chouette, mais on fera pas, j'insiste, on fera pas l'impasse du débat entre nous, vraiment pas. Et voilà. Et je voulais qu'on parle de Bure un peu, enfin pas rapidement, mais j'ai vu qu'il y avait un appel à se réunir le 3-4 mars. Tu peux nous en parler un peu ? Oui, alors l'idée, c'est justement, après l'hiver, de montrer qu'on est toujours là. On aura passé 2 hivers dans ce bois-le-jus. Montrer un peu aussi comment la lutte s'est ancrée, s'est implantée sur le territoire, en fait, avec différents habitats dans les différents villages alentours. Donc voilà, la lutte, elle est un tournant un peu historique, quoi. C'est-à-dire que avec aussi Notre-Dame-des-Landes, Bure va être, les projecteurs vont être braqués sur Bure, donc il va falloir être très vigilant. Il y a toujours la possibilité qu'il y ait une expulsion du bois. Et donc l'idée, c'est de rassembler un peu tout le monde autour de cette forêt, de faire des chantiers collectifs, de faire une marche, et aussi d'après ce que dit le site donc vmc.camp, que vous pouvez vmc.camp, lire, et rassembler les comités de soutien qui sont créés en France partout pour soutenir la lutte de Bure. Il faut voir qu'il y a plus d'une vingtaine de comités de soutien à Rouen, à Toulouse, à Rennes, en Lozère même, enfin à Lyon. Donc tous ces comités de soutien vont venir à Bure pour réfléchir aussi ensemble sur comment on peut
nationaliser un peu plus la lutte, voire l'internationaliser, puisqu'on a des soutiens aussi en Allemagne et en Belgique, un peu dans les territoires, dans les pays avoisinants. Et puis aussi se préparer en cas d'expulsion du Bois-le-Jus, quoi. Quelle sera notre réponse, comment on réagira. Donc ça sera un moment important, et puis un moment où aussi on pourra fêter ce deuxième hiver passé dans la forêt. Et donc voilà aussi les travaux qui sont bloqués depuis malgré tout 1 an et demi, donc ce n'est pas rien. Oui, c'est une petite prise bravo. qu'on a face à la poubelle nucléaire, mais c'est une prise quand même qu'on veut tenir, quoi. Ouais, et puis bon, avec Notre-Dame-des-Landes, néanmoins, on voit que c'est bien quoi, la ténacité paye. C'est chouette. Alors après, il y a une répression très forte, une répression policière très forte encore aujourd'hui, avec une centaine de gendarmes mobiles qui circulent en permanence dans les villages alentours. Tu veux dire à Bure, là ? À Bure, oui. Ouais. Une centaine de gendarmes mobiles en permanence qui filment, qui contrôlent les opposants, mais aussi les habitants. Donc il y a une sorte de ras-le-bol général. Donc il y a des convocations aussi qui pleuvent. Il y a cette association de malfaiteurs en fait qui plane au-dessus de nos têtes. Donc il va falloir être malgré tout vigilant et cette répression en fait ils cherchent à individualiser et à vous séparer, à vous diviser. Mais en fait on voit qu'il y a des choses très belles qui se passent justement, que par exemple l'association des élus opposés au projet CIGEO ont décidé de domicilier leur siège social dans le Bois-le-Jus, dans une cabane du Bois-le-Jus. En fait voilà, il y a... Ah, on t'a perdu. Bon, on a perdu Gaspard. Voilà, de toute façon, on avait fait un peu le tour de la question sur les différents aspects de la lutte antinucléaire et pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui à ne plus avoir grande prise sur la grande machine. Alors, je vous recommande en lecture le livre de Gaspard qui était avec nous, Bure, la bataille du nucléaire, c'est paru au Seuil en octobre 2017, et puis un très joli travail, je trouve, qui s'appelle Être forêt, habiter des territoires en lutte, de Jean-Baptiste Vidalou, aux éditions Zone. C'est vraiment c'est superbement écrit, c'est très poétique et ça explique bien cette division en deux visions du monde, la vision hors sol et puis la vision racinaire. Voilà, c'était la demi-heure radioactive sur Radio Galère. Merci à Sidi et à la technique. Et puis, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube Collectif Antinucléaire 13. Et la rediffusion, c'est jeudi à 11h. 11h, oui. Jeudi à 11h, voilà. Eh bien, bon courage à tout le monde.